Très chers amis, bonjour, bonsoir, et dépendant du temps et là où vous êtes. Et on parle toujours de la RDC, on parle de la corruption, on parle de la malgérance, on parle de beaucoup de fléaux qui affectent notre pays. Et aujourd'hui, ce matin, ici à Manchester, je suis avec un journaliste bien connu, et à l'instar de Messi Rango Tata, qui va bientôt s'introduire lui-même, et on va se poser certaines questions pour parler, pour essayer d'analyser, disséquer, faire comprendre, donc nous faire comprendre ce qu'il faut pour que notre pays change de facette. On est dans la boue, on continue toujours à être dans la boue. Qu'est-ce qu'il faut en réalité pour changer? Maître Raphaël, ça bonjour. Oui, bonjour Maron, moi c'est Raphaël Ngoma, journaliste indépendant sur Rango TV. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui dans mon studio. Je crois que je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous voulez bien me poser. Merci beaucoup, Monsieur Raphaël. Et c'est bien, je dirais mieux, c'est bien à moi de vous remercier pour pouvoir et répondre à certaines questions que je veux vous poser. Et je veux d'abord qu'on commence pour voir comment beaucoup de choses dans notre pays ne marchaient pas. Nous suivons les Occidentaux, nous disons toujours, donc les choses d'ici vont chez nous et nous sommes heureux, nous nous réjouissons. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là, tout ce qui est de l'Europe qui va en Afrique et les gens se réjouissent, alors qu'en Europe, on interdit leur usage? Bon, quand on parle des Occidentaux, moi je trouve que de prime abord, je dirais que nous avons dépassé l'époque de la colonisation. Mais apparemment, la colonisation est bel et bien restée vis-à-vis de l'Afrique. Nos présidents sont tout le temps dictés et il y a aussi autre chose, la mauvaise volonté, bien sûr, la mauvaise foi de nos présidents. Mais en tout cas, pour moi, la colonisation semble exister. Donc la présence des Occidentaux dans nos pays ne fait qu'accentuer le malheur de l'Afrique. Donc c'est tout ce que je peux dire pour l'instant par rapport à la présence des Occidentaux en Afrique. Et merci beaucoup pour votre réponse, M. Raphaël. Ce que je voudrais vous poser comme une question, alors, est-ce que vous faites une chèque blanche et à l'Afrique pour dire que l'Afrique, les Africains, leurs présidents, leur façon de gérer ne sont que des victimes, et donc tout le monde de ces sphères-là n'a aucune responsabilité dans les chaos que vit l'Afrique? Ce n'est pas une question de victimisation, mais c'est un fait qui est visible. Ils sont venus nous coloniser, ils nous ont montré la façon de faire. Mais malheureusement, avec le temps, quand ils sont partis, ils nous ont laissés à un stade tel que nous avons essayé d'adapter ça avec la façon africaine. On a essayé de faire tout ce qu'on nous a demandé de faire, tout ce qu'on nous a montré comment travailler, comment faire. Parce qu'il faut retenir que, quand je dis ils nous ont montré comment faire, c'est-à-dire quoi? Ils sont venus avec leur civilisation. Ils sont venus avec leur façon de faire, c'est-à-dire la civilisation européenne. Les Belges sont venus chez nous avec leur civilisation. Ils étaient là, les Portugais, les Européens, les Américains, tout ça. Voilà. Ils ont même eu le culot de dire que voilà, ce sont eux qui ont découvert l'embouchure, alors que l'embouchure était déjà bel et bien là. Ça, c'est déjà quelque chose pour te montrer que ils sont venus pour monter au-dessus de nous. Et ils nous ont dit, pour pouvoir bien vivre, il faut continuer comme ça, il faut vivre comme ça. Notre caméraman, elle peut paniquer, mais en tout cas, ce n'est pas ça. Tu t'en fous de ce qui se passe de ce côté. Merci beaucoup, excusez-moi un peu le lapsus, mais je dirais qu'ils sont venus avec une façon de faire que nous devrions donc adapter. Et les présidents africains, au fil du temps, ils ont commencé à essayer d'adapter la façon de faire européenne avec la façon de faire africaine. Bon, la façon de faire africaine, c'est quoi? Le chef, lui, c'est le chef. Le chef, c'est, par exemple, dans la collectivité, on a le chef coutumier. Le chef coutumier, il est au-dessus de tout le monde et les gens suivent ce qu'ils disent. Alors que la démocratie, comme ils sont venus avec leur démocratie, ce n'est pas de la même façon. La démocratie africaine nous dit que le chef coutumier, lui,
la terre lui appartient. Mais eux, ils viennent nous dire non, la terre appartient à l'État. Voilà cette façon de faire qui est tout à fait différente. C'est ce qui a fait que quand les chefs de l'État essayent d'adapter cette façon de faire européenne et notre façon de faire de façon africaine, ça change tout et ça pose de problème. Et le problème, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est en débandade, l'Afrique se trouve dans les guerres, l'Afrique se trouve dans la famine. Parce que les gens commencent à vouloir aller en ville alors qu'ils devaient rester au village. Ceux qui étaient au village devaient rester au village pour nourrir le village. Et le chef, lui, devait arranger les routes pour que les routes permettent aux villageois de rapatrier, de nous amener plutôt les aliments pour manger. Mais ils sont entrés dans la bourgeoisie qu'on n'avait pas. Parce que dans la collectivité, dans les chefs coutumiers, le chef, regardez même jusqu'aujourd'hui, le chef coutumier, même si vous lui mettez un abacos ou bien un costume, bon, je te jure, en bas, ce sera toujours peut-être raffia ou pagne, ou quelque chose, un pagne en raffia. C'est ça. Et son chapeau est toujours en raffia avec des pailles, quoi. Tout est fait avec des trucs authentiques. Voilà. Ils essaient de rester dans l'authenticité, mais le problème, c'est de mélanger ce qui se passe, ce qu'on nous a montré et ce que nous sommes. Et voilà, c'est ce qui fait que ce que nous sommes est devenu tout à fait différent. Et voilà la débandade en Afrique. Merci beaucoup pour la jérémiade. Mais je voudrais à ce penser vous donner un petit extrait. Je crois les pays comme l'Inde, qui étaient mélangés avec le Pakistan, ils ont divisé. Ces gens-là ont maintenu leur culture. Ils ont gardé leur religion. Ils ont gardé... Vous parlez de quel pays? L'Inde. L'Inde, ouais. Oui, ils ont gardé leur religion. Ils ont gardé leur culture malgré qu'on a mis de pression sur eux. Mais alors, nous parlons plus précisément du Congo. Et il y avait un retrait de la force coloniale. Le Congo n'a même jamais osé rentrer aux valeurs ancestrales. Le Congo s'attache de plus en plus à l'Occident. C'est là où je veux que vous me disiez, M. Raphaël Rango, je ne veux pas condamner les Occidentaux. Tant que les Congolais ne cherchent pas leur propre identité, ils s'accrochent, ils sont les bébés de l'Occident. Nous pleurons, mais dites-moi, je vais vous donner un exemple, M. Raphaël Tsatsa. Ici en Angleterre, nous disons que les voitures qui ont plus de 10 ans, des voitures diesel, il y a des endroits où vous ne pouvez plus conduire une voiture diesel, il y a des endroits où vous ne pouvez pas conduire un grand camion, tout simplement parce que vous allez polluer la terre. Et ces voitures finissent en Afrique. Qu'en dites-vous ces voitures qui finissent en RDC? Déjà, vous tapez à côté parce que quand vous commencez à parler de l'Afrique et de l'Europe, on ne peut pas comparer un pays de loi. Moi, j'interdis tout le monde. Quand vous parlez de la RDC, il faut rester dans le contexte RDC. Le contexte RDC, c'est parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays tout à fait différent, un pays à part en Afrique. Comme disait Mobutu, la RDC, c'est un pays qui se trouve au cœur de l'Afrique et où la gâchette se trouve même au Congo. L'Afrique est donc, sous forme de revolver et la gâchette se trouve au Congo. Alors, eux, ils ont compris que ce revolver-là, la gâchette-là, il faut venir bousculer ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus avec leur civilisation. Ils nous ont dit, c'est comme ça que vous devez vivre. Ils sont venus, ils ont corrompu. Nos ancêtres, nos aïeux avaient été corrompus. Vous avez vu, quand Léopold II était en Afrique, on va encore rentrer dans l'histoire maintenant, quand Léopold II est venu en Afrique, on a vu ces photos pour ce que le roi de Belge va descendre en Afrique maintenant, bientôt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le roi va descendre, mais on lui a sorti des photos, comme quoi ils ont coupé des bras, les mains, les doigts, pour le truc de caoutchouc, là, pour l'histoire de caoutchouc. Ils ont coupé les doigts, ça dit, ils interdisaient. C'était une façon de dire, vous devez faire ça. Ça, c'est la dictature. Voilà d'où a commencé la dictature. La dictature des Belges, ils sont venus, ils ont dit, vous devez faire ceci. Si vous ne faites pas ça, on vous coupe le bras. On vous coupe la main, on vous coupe les doigts. Pourquoi? On vous rend inutile à la société parce que vous avez voulu les contredire. Donc, cette civilisation qui nous avait été imposée, ça c'est déjà l'imposition, et c'est une forme de dictature belge qui disait, vous devez être ça, vous devez faire ceci, vous devez faire cela.
Et c'est là que nous avons perdu notre identité. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut revenir à l'identité nationale, et vous connaissez les résultats. Vous parlez des voitures diesel. Ici, c'est un pays de loi. Dans un pays de loi, quand on leur dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela, à chacun ses moyens, à chacun. Ici, quand vous n'avez pas d'argent, quand vous n'avez pas de travail, on vous donne un minimum. Pourquoi? Parce que les gens payent des taxes. Les gens payent des taxes. Et nous, là-bas, les gens qui payent les taxes, c'est seulement les gens qui travaillent. Et encore, il y a des sociétés qui ne payent même pas leurs taxes. Ça veut tout simplement dire que même s'ils retirent quelque chose dans les salaires, dans les revenus de leurs travailleurs, ça tombe dans l'eau. Parce que les dirigeants, où est-ce qu'il faut aller payer la taxe? Il faut aller corrompre et puis on vous dit que c'est comme si vous avez payé, mais vous n'avez jamais payé. On vous donne une quittance qui n'est pas réelle. Donc voilà, donc ne comparez pas un pays de loi et un pays où il n'y a pas de loi. Vous avez parlé de l'Inde. Mamma mia, l'Inde, les Indiens ont une religion tout à fait différente du christianisme. Et le christianisme, c'est ça la base. Le Belge est venu avec le christianisme pour nous dire que vous devez être ça, comme ça, comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tous, si vous avez la richesse, donnez ça à Dieu, vous allez voir le royaume des cieux. Cette phrase-là a tué nos mamans, cette phrase-là a tué nos ancêtres. Et c'est ce qui fait qu'ils ont tout volé. Même les statuts, on a vu Kofi Olomide qui a voyagé dernièrement avec son nouveau titre là d'ambassadeur. Il est venu quoi? Pour réclamer tous les œuvres d'art qui sont parties du Congo dans les musées belges. Ça se trouve ici à la musée belge, en Belgique. Alors, tout ça, ce sont des impositions. On vous dit, vous devez vivre comme ça. Ça ne vous convient pas. Il y avait nos statues dans les cimetières, ils sont allés chercher ça. Et puis voilà, nous avions le pouvoir. On peut allumer le feu sans avoir des allumettes. Mais eux, ils créent quelque chose pour créer le feu. Nous, seulement avec de la pierre, on fait tac. Voilà, c'est ça la différence. Mais ce que je voudrais comprendre ici, M. Raphaël, vous avez parlé de la loi. C'est un élément fondamental pour la structure sociale, pour qu'une société existe en équilibre. Il faut qu'il y ait des conditions, il faut qu'il y ait des limitations et donc d'action de chacun de nous. Quelle est votre récollection des transports et en RDC, des voitures, des taxis, des combis et machin? Ici, quand on parle d'un pays de loi, c'est-à-dire la loi, la justice existe bel et bien, la justice est respectée. Chez nous, avec le problème qui fait que les gens sont pauvres, il y a beaucoup plus de riches et beaucoup plus de pauvres que des riches. Donc, les riches, ce sont des gens, il y a un clan des gens, ils ont pris le pouvoir, ils restent dans le pouvoir. Et quand il est dans le pouvoir, il prend sa famille, ses amis, ses copains, tout ça. Avec ce système de parti politique. Donc, il faut être dans un parti politique pour devenir président. Il faut être dans un parti politique pour... Mais la loi n'est pas suivie à la loupe. La loi, c'est même si on parle de la Bible nous dit déjà que quand tu tues, c'est mauvais. Donc, déjà, on doit le savoir. Mais pourquoi ne pas suivre la loi? Parce que les gens sont poumonés à suivre l'argent. Ils veulent toujours mettre l'argent dans leur poche. En Afrique, c'est un problème de chacun pour soi. Excusez-moi, vous êtes en train de me dire, de me parler de la corruption. Quand vous dites que les gens veulent mettre de l'argent dans leur poche, c'est-à-dire qu'ils prennent même par force ou par corruption, ou voler qui est une corruption, et puis c'est taper. Bien sûr que oui, je n'étais pas encore arrivé au point de parler de la corruption, mais je parlais de cette façon de s'accaparer de quelque chose. Donc, les gens veulent être riches, même s'il n'a pas la possibilité, il n'en a pas le droit, mais bon, tout le monde a le droit d'espérer d'avoir beaucoup, d'avoir plus. Mais le problème, c'est que les gens, ici, chez nous au Congo, ils sont habitués à chercher moi je dois être plus puissant que l'autre. Quand on veut être plus puissant, donc on garde le poste, on essaie de soutirer ce qu'il y a chez l'autre. Et parfois, quand tu ne sais pas le soutirer, qu'est-ce qui va se passer? Il faut maintenant commencer à demander, là vient la corruption. Tu veux que je te favorise? Même quelqu'un qui a tort, vous allez le favoriser comment? Celui qui a tort, il a tort. Il faut favoriser toujours celui qui a raison. Mais en Afrique, on peut même dire que celui qui a raison, on le renverse et il a tort carrément. C'est de là que vient la corruption. Il commence à demander, moyennant à rançonner les gens. C'est-à-dire, si tu veux que je fasse passer ton dossier, sans problème,
un petit 100 balles, bon, je signe et puis c'est bon, personne ne va respecter. S'il y a quelqu'un qui respecte, lui déjà il prend, il donne à l'autre. Voilà. Monsieur Raphaël, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Quand on a parlé, vous m'avez raconté de votre expérience dans une station de minibus, c'était à Massina ou à Kingasani, où les chauffeurs devraient se stationner sur une colline, puisque les voitures ne démarraient même plus. Alors, pour les démarrer, il faut qu'ils laissent pousser d'abord. Ouais. Alors, pour moi, il faut qu'il y ait une responsabilité quelque part. Et où est cette responsabilité? L'échelle de responsabilité au Congo, c'est de la tête aux pieds. C'est de la tête aux pieds. Parce que c'est comme si je disais, bon, si moi j'étais responsable quelque part, par exemple, je dirais, mais le service de transport devait regarder à ça. J'ai déjà vu un véhicule circuler avec un état de débosselage, sans même phare, sans lampe, un véhicule qui travaille de 7 h du matin à 6 h du soir. C'est-à-dire, un véhicule qui n'a pas de lampe, mais il passe devant les roulages, devant la police routière. Et il n'y a qu'à donner un petit rien. Voilà la corruption qui continue. Donc, et c'est ça. Alors, de la tête aux pieds, c'est le top niveau. Laissez-moi maintenant épingler et épeler ce que si je vous comprends bien, il y a la présidence, il y a les postes ministériels, il y a le ministre des Transports, il y a les détenteurs, donc les possesseurs de ces véhicules-là qui sont en mauvais état. Il y a les chauffeurs qui conduisent des véhicules en état et donc complètement inénarrables, donc déchiquetés en lambeaux. Et il y a des receveurs qui sont là, qui reçoivent, qui connaissent ce que c'est que bien. Je veux que vous vous mettiez en premier lieu dans les chaussures du président. Si vous étiez le président de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous alliez faire pour ça? Eh bien, moi, président de la République, en tout cas, chaque semaine, je réunirai tous les conseillers. Il y a le conseil de ministres d'abord, qui se passe au moins une fois par mois. Mais moi, par semaine, je serai un jour, en tout cas, du moins, si je suis dans le pays, si je ne bouge pas, mais je serai un jour avec mes conseillers. On prend la sécurité d'abord. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Fais-moi un compte rendu. Et moi-même, déjà, le matin, je dois savoir qu'est-ce qui se passe à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Et tous les 4 coins, je dois savoir déjà le matin. Dès que je le sais. Et par semaine, un des conseillers doit me dire qu'est-ce qui se passe. Je ne peux rien rater. Un rapport sur ma table, on le lit, on discute. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça? Quand on arrive au transport, on dit au transport, il faut quand même que les véhicules soient contrôlés. Si je peux vous arrêter là, M. Raphaël. Maintenant, je vous soutire des chaussures du président de la République. Je vous fais porter les chaussures du ministre des Transports. Mais le ministre des Transports, c'est un monsieur qui doit prendre les décisions. Il doit prendre les décisions et doit veiller à ce que les décisions soient applicables. Tu prends des décisions sur le transport. Un véhicule qui n'est pas en état ne peut pas rouler. Donc, quand on prend des décisions, quelle décision il faut prendre? Il faut regarder, le contrôle technique doit se faire. Bon, les gens n'ont peut-être pas les moyens au Congo, mais ça peut venir petit à petit. Les gens doivent savoir qu'un véhicule doit être dans les bonnes conditions. On a vu des accidents, les voitures, les camions qui sont retournés dans le bas Congo, dans le bas Ndundu. Pourquoi? Parce que le véhicule n'était pas en état d'être vraiment, d'aller transporter toute cette marchandise. Et tout ce qui arrive après, ce sont les accidents. Et il y a des gens qui meurent. Donc, le ministre doit prendre des décisions, veiller à ce que la population soit protégée. Protéger la population, c'est prendre des décisions qui permettent au service de transport de fonctionner comme il faut. Un véhicule qui n'est pas en état de circuler ne peut pas circuler. Voilà. Merci beaucoup, M. Raphaël. Tant que vous étiez dans ces deux chaussures-là du président de la République et du ministre des Transports, vous avez cité donc des accidents, des gens qui meurent, des routes en état et donc catastrophique.
trafic et ils laissent des véhicules circuler sur des routes à ces états-là. C'est-à-dire qu'ils connaissent auparavant que les gens vont mourir, vont faire des accidents. Et entre les deux, le président et le ministre du Transport, qui prend la responsabilité de ces morts-là, de ces fatalités et de ce que vous avez clairement nommé contrôle technique? Ce qu'ils voient ça. Quand on vous nomme déjà ministre de Transport, le président a fait son travail. Il a nommé, mais c'est à vous de commencer à veiller à tout que tout se passe vraiment dans les normes de service de transport. Donc, le président a déjà nommé, mais vous êtes là, vous devez exécuter. Mais le président doit revenir savoir, avec ses conseillers, ou alors les directeurs du cabinet, il doit recevoir un rapport comme quoi, au service du transport, ils ont demandé, par exemple, qu'il y ait des routes. Donc, nous devons régénérer les ressources pour pouvoir arranger les routes. Mais ces véhicules qui vont circuler là-bas doivent être en état normal, non en état de délabrement. Les routes sont en état de délabrement, les véhicules doivent être en bon état pour pouvoir avoir de bonnes conditions et les gens peuvent voyager dans les bonnes conditions, non dans les conditions que vous allez peut-être mourir ou pas. Et chez nous, on crie Mbokeleng. Quand nous sommes ici, avant que je ne vous mette dans d'autres chaussures, croyez-vous que le ministère de la Justice et la police, qui est un pouvoir exécutif de nos lois, sont complices dans ces affaires? Puisque si une voiture n'est pas à l'état de marcher et la police arrête cette voiture, la police doit informer au ministère des Transports qui doit peut-être prendre une décision que ce chauffeur-là soit complètement déclassifié, il ne peut pas conduire, et c'est la justice. Non, je suis en train de vous poser cette question-là, si ça existe ou ça n'existe pas. Tout ce que je voudrais est que vous me dites, croyez-vous que le ministère de la Justice et la police, c'est-à-dire la police routière, sont complices de cet état d'action dans notre pays? En quelque sorte, oui, parce que le Congo marche avec le système de chacun pour soi. Le policier sur la route, il travaille pour lui. Il veut avoir de l'argent pour faire sa ristourne. Et s'acheter une voiture qui va faire le taxi aussi, il ne payera pas de taxes parce que c'est un roulage. Alors, entre le président et le ministre de Transport, qui poursuit la justice et qui poursuit la police? Le rôle du président, il doit chercher à savoir si ça marche. Si ça ne marche pas, il doit dire à son ministre de Justice, le ministre de Transport, de prendre des décisions. Les décisions doivent partir d'en haut. Si ça ne va pas, si ton département ne marche pas, moi, carrément, je fais une ordonnance, le ministre doit partir et on prend une autre personne. Celui qui ne veut pas faire suivre la loi, on ne doit pas le garder. Mais chez nous, on prend souvent, moi je deviens président, Chris de Boussifi, là, qui est devant la caméra, là, il devient carrément mon secrétaire particulier. Maron, qui est à ma droite aujourd'hui en train de m'interviewer, il devient carrément le directeur de mon cabinet. Alors ce qui se passe dans le cabinet, même s'il y a de bonnes choses ou pas, on s'en fout. Non. Génial. Mais je ne prendrai Maron que si Maron est dans la mesure de me donner des conseils. La compétence. La compétence, je regarde la compétence. Mais là, maintenant, ce n'est plus question de compétence. C'est question seulement d'être ami de frère de Ndekoya. Et c'est ça qui tue le Congo. Absolument, c'est très bien répondu. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous remettre dans les chaussures du possesseur du véhicule. Ce n'est pas le chauffeur. Parce qu'il tourne le véhicule au chauffeur pour faire... Je ne sais pas s'il y a des possesseurs de véhicules qui sont chauffeurs eux-mêmes. Je vous mets d'abord dans les chaussures du possesseur des véhicules. Sont-ils complices dans cette affaire, dans cet état des choses? Ben oui, puisque le pays est pourri de la tête aux pieds. C'est-à-dire le commerçant, lui, le gars qui prend un véhicule qui met sur la route, pour lui, c'est débrouille-toi pour m'emmener 100 balles le soir, quoi. C'est tout. Débrouille-toi pour m'emmener 100 balles le soir. Le véhicule, quand il est en panne, le chauffeur, c'est lui-même qui doit réparer avec l'argent qu'il travaille. Ce n'est pas le patron qui donnera l'argent. Parce que le patron, avec le 100 balles qu'on lui donne, il doit payer sa maison, il doit faire nourrir sa famille.
Et il ne reviendra pas encore pour te donner de l'argent pour faire réparer la voiture. Et le chauffeur lui-même doit chercher l'argent. Et voilà, c'est là aussi ce qui la pourriture. C'est là aussi que ça ne va pas parce que même celui qui a son véhicule, il ne peut même pas demander à son chauffeur d'aller faire le contrôle technique. Et qui n'existe pas. Il ne peut même pas demander au chauffeur d'aller voir un mécanicien pour voir si les rotules là, ça fait du bruit. Il continue à faire ça avec ce bruit-là, le rotule qui fait caca, et ça continue. Il continue de travailler, il le laisse travailler. Conclusion, un jour il y a un accident, les gens meurent et le chauffeur se retrouve en prison. Le véhicule pris par la police et puis voilà, le gars n'a plus rien, il revient 0-0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout un contrat de bon état de véhicule entre le chauffeur et le patron possesseur du véhicule. Donc, il n'y a aucun contrat qui dit que non. Donc, si, disons, le véhicule n'est pas en bon état, je ne te donne pas l'argent, tout l'argent qu'on fait, et on le garde pour réparer le véhicule, ou bien on ne peut même pas réparer le véhicule, tu me donnes l'argent puisque j'ai déjà fourni de l'argent. On répare le véhicule avant que ça ne circule puisque ce n'est pas bon. En tout cas, rares sont les gens, les propriétaires qui font réparer leur véhicule. Peut-être les patrons qui sont venus de l'Europe, ils essaient d'acheter le plus possible. Il y a un moteur en réserve, il y a peut-être des bandes de frein en réserve, parce que souvent, c'est quand ça pose un problème qu'on vient chercher. Mais il y a des gens qui sont malins quand même, qui disent que bon, moi j'achète déjà ça en Europe, je vous envoie, mettez ça à côté. Mais il y a aussi la malhonnêteté des chauffeurs. Si le patron n'est pas là, le chauffeur il dit que ah, aujourd'hui on n'a pas travaillé, le véhicule a été en panne. Mais on téléphone à Matadi, on demande à quelqu'un de la famille, avez-vous vu le chauffeur? Oui, il est là en train de boire dans un bar. Ok. Mais, et le véhicule, non, en train d'être chargé, ça va descendre à Kinshasa. Mais le patron en Europe, lui, il sait que le véhicule est en panne. Donc, il y a aussi la malhonnêteté. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas assez de moyens et tout le monde est devenu malhonnête. Et cette malhonnêteté qui a commencé de la tête va descendre au pied pour dire que n'importe qui maintenant commence à mentir pour pouvoir gagner sa vie. C'est le chacun pour soi toujours. Je trouve très difficile à comprendre vos excuses que les gens sont malhonnêtes puisqu'ils n'ont pas la malhonnêteté, même si on n'a absolument rien. La malhonnêteté, c'est ce qui fait atteinte à la dignité d'une personne. Mais les gens ont ça dans le sang, marrant. Je peux mourir pourvu que je garde ma dignité pour ne pas être malhonnête. Alors, s'ils sont malhonnêtes, c'est ceux qui sont purement malhonnêtes, non pas puisqu'ils n'ont pas. Ils sont tous tout à fait corrompus et ils sont malhonnêtes. C'est le chacun pour soi qui fait que la personne veut mentir pour gagner de l'argent. Il va faire une course à Kinshasa. Non pas parce qu'ils sont pauvres ou qu'ils n'ont pas d'argent. Donc ils sont des primos corrompus avant même de penser. Alors, et avant de descendre encore pour vous mettre... Oui. Mettez-vous dans les chaussures du chauffeur maintenant et du receveur. Le chauffeur, normalement c'est un exécutant et le receveur ce sont les exécutants, ce sont des gens qui doivent suivre, qui reçoivent des ordres du patron et leur rôle c'est de respecter. On vous donne un véhicule, tu fais Pont-Kabi, aller jusqu'à peut-être Pont-Kassavoub ou jusqu'à Bandal, mais eux au lieu de faire Pont-Kassavoub jusqu'à Bandal, ils arrivent à Lubumbashi, ils arrêtent, ils descendent les gens, ils font le tour, ils reviennent, ils continuent par là. Pour faire des petites courses, avoir beaucoup d'argent. Et le patron sait que la course comme ça peut leur coûter, par exemple, 1000 francs, mais c'est pas ça. Ils ont déjà gagné 2000 francs. Voilà. C'est intéressant. Quand je vous parle de chacun pour soi, c'est ça le problème. Voici ma dernière question. Je vous remets dans les chaussures du président de la République. Que devez-vous faire pour réparer cette chaîne de responsabilité qui n'existe pas? Le suivi, les décisions doivent être appliquées. Celui qui fait du mal, on le fout en prison, on le condamne. En tout cas, la loi, surtout la justice, l'état de droit doit porter ses fruits. L'état de droit doit se faire remarquer. L'état de droit doit fonctionner. Donc, la justice, l'état de droit fonctionne avec la justice et les juristes sont là pour appliquer. Et voilà, c'est ça, l'état de droit, c'est ce qui ferait que... Donc, quelqu'un qui a fait du mal, on le fout en prison. Quelqu'un qui a fait du mal, on le condamne.
Quand il faut condamner, on condamne. Mais ici, on voit quoi? Un ministre a volé, on l'a arrêté, il fait 3 mois en prison, il redevient, il rentre encore au Parlement. Voilà, c'est ça. Les décisions doivent être suivies. Le président doit veiller à ce que la justice soit nette, honnête. Si la justice ne fonctionne pas comme il faut, on ne marchera que dans la boue. Merci beaucoup, chers auditeurs. Nous sommes maintenant à la fin de notre émission ce jour et suiveurs de la chaîne Rango TV. Merci de nous avoir écoutés et je remercie sincèrement M. Raphaël Tsatsa pour avoir expliqué très profondément le malfonctionnement du système de transport en RDC. On vous remercie et à bientôt.